Dans le genre romantique, la balade au fil de l'eau, ça reste quand même un must pour les amoureux. Sauf évidemment quand le plan gondole se transforme en galère, ce qui peut assez facilement vous arriver dans ce coin si vous oubliez de prendre une carte et que vous n'arrivez plus à retrouver votre port d'attache. Attendez, on va prendre un peu d'altitude et vous allez tout de suite comprendre. Voilà, c'est bon, vous avez capté le problème ? Et oui, le marais Poitevin est ce qu'il convient d'appeler un énorme labyrinthe. Et si j'évoque les gondoles, c'est qu'on appelle aussi cet endroit la Venise verte. Figurez-vous qu'il y a 2000 ans, tout était recouvert par la mer. Et puis petit à petit, le niveau a baissé et le beau pays d'Aunis est enfin apparu à la face du monde. Du coup, on s'est retrouvé avec un gigantesque marécage que l'homme s'est empressé de refaçonner en creusant des canaux. Et même un sacré paquet de canaux, je dirais. Maintenant, la Venise verte agit comme une grosse éponge qui régule l'irrigation de nos verts pâturages. Et c'est grâce à ces réseaux, assez complexes, je vous l'accorde, que notre petite molécule d'eau tombée du ciel peut continuer son voyage vers la mer. Enfin, une fois libérée à cet endroit précis que vous voyez là, les eaux douces et transparentes de la Venise verte s'empressent de rejoindre les eaux marron et saumâtres de la Sèvre maritime qui se jettent dans l'océan. Et c'est justement ce qui fait tout l'intérêt de cette anse de l'Aiguillon. Car ce mélange d'eau douce et d'eau salée est idéal pour l'élevage de ce petit animal que nous chérissons tant, j'ai nommé la moule. D'ailleurs, heureusement qu'elle a eu la bonne idée de venir se nicher ici, parce que sinon, je vois pas bien comment on aurait fait pour attirer dans cette vase tous ces éleveurs de moules qu'on appelle... des mytiliculteurs. Bien, je vois qu'il y en a au moins qui suit. Enfin, quand on les élève sur des bouchots, c'est-à-dire sur ces poteaux de bois plantés dans la vase, on les appelle plutôt des boucholeurs. C'est ici qu'on a inventé d'ailleurs cette méthode qui est la meilleure pour faire grossir les moules. Moi perso, je préfère la plonger sur la grande barrière de corail. Mais enfin, faut bien que quelqu'un les accroche, ces grappes de petites moules à la base du bouchot. Et manifestement, ça leur a bien profité que notre petite molécule d'eau ait pu s'enrichir d'oligo-éléments en passant par ce marais Poitevin avant de venir les nourrir. J'en vois même qui seraient pas contre un petit bain de boue dans l'anse de l'Aiguillon. Enfin, s'il y avait un peu plus d'eau et surtout un peu moins de bouchot, Pour la petite histoire, sachez que si Saint-Malo tient son nom d'un certain Maclot, évêque gallois venu s'y installer vers 500 et des brouettes, sa notoriété, elle, ne date que des premiers échanges commerciaux de la Compagnie des Indes orientales, imaginée par Colbert. Une super aubaine pour les armateurs qui en profitèrent pour se faire construire au bord de la Rance de magnifiques demeures desquelles ils pouvaient détourner discretos certains de leurs bateaux revenus d'Asie afin d'en vider les trésors avant que les percepteurs du roi ne tombent dessus. Bref, on appelle ces petits châteaux des malouinières. Et si elles sont souvent des gouffres pour leurs propriétaires, celle de Montmarin a l'air de pas trop mal s'en sortir, au vu de la luxuriance de ces jardins, conçus pour que de la maison on puisse contempler l'eau de la rivière, mais jamais la vase des marées basses. Bah oui, ça aurait été trop dommage de gâcher la perspective d'un si joli jardin à la française par un gros tas de boue. Sinon, dans le genre, venez voir, j'ai trouvé encore plus sophistiqué au château de la Balue. Bon, c'est vrai que l'architecture est plus austère, mais dans les jardins, on voit tout de suite que l'art de la symétrie à la le nôtre a encore fait des ravages sur le végétal, où s'exalte le triomphe de l'ordre et la maîtrise du taille-haie. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est plus du jardinage que ça s'appelle, c'est de la sculpture. Non mais regardez-moi un peu ces espèces d'arborescences en tire-bouchon qu'entourent ces vagues de haies. Faut reconnaître que dans le genre délire, ça fait quand même plus classe que les nains de jardin, non ? D'autant que la bonne surprise, c'est qu'au final, le paysagiste a quand même réussi à rompre la monotonie de la symétrie par un genre de jardinage néo-baroque que, personnellement vu d'en haut, je trouve du plus bel effet. Bon, évidemment, à la base, tout ça, c'est plutôt fait pour qu'on aille s'y balader à pied, ne serait-ce que pour éprouver le frisson d'aller se perdre dans ce labyrinthe. Et qui sait, peut-être aussi d'y découvrir les trésors qui ont caché les premiers propriétaires de ces belles malouinières. La paix qui se dégage de ces falaises, aujourd'hui c'est sûr, on y tient plus que tout.
À cet endroit précis du littoral, quelque chose qui s'apparente au respect, à la mémoire, nous a poussés à venir nous y recueillir. Bref, nous avons pris le parti de ne pas oublier. Combien d'actions, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres. C'est pas de moi cette corneille, mais je trouve que ça colle parfaitement avec tous ces exploits héroïques et parfois oubliés qui ont permis de préparer le débarquement. Parmi eux, il y en a un que je ne résiste pas à l'envie de vous raconter. Ta-ta-ta. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 6 planeurs, dans la discrétion qu'on leur connaît, approchent des côtes normandes. Nous sommes alors aux premières minutes de ce qui va être le jour le plus long. L'objectif des pilotes britanniques et de leur équipage est de s'emparer, entre autres, de cette zone stratégique que vous voyez juste en dessous. Le pont de Bénouville, plus connu depuis cette nuit sous le pont de Pegasus Bridge, en référence au surnom de la 6e division aéroportée britannique, est englobé dans cette opération coup de poing. L'idée, en gros, était d'empêcher la progression des troupes allemandes basées à Caen vers les plages du débarquement qui, dans quelques heures, allaient voir arriver les Alliés. La préparation minutieuse de cette opération surprise contribua largement, comme on sait, à la libération. Il est donc impossible de l'oublier. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que cette opération de haut vol doit aussi son succès à un couple de Français qui tenait un café à 50 mètres du pont de Bénouville. Leur nom, Thérèse et Georges Gondré. Thérèse était alsacienne et comprenait tout ce que racontaient les Allemands dans son café. Quant à Georges, qui parlait l'anglais, il pouvait parfaitement tout répéter aux Alliés. Ce qui leur a bien rendu service à ce qui paraît cette nuit-là. D'ailleurs, la maison des Gondré est considérée comme la première de France à avoir été libérée. Tenez, maintenant, c'est leur fille Arlette que vous voyez en train de nous faire coucou, là, qui tient leur café. Et je peux vous dire que pour elle, depuis cette histoire-là, le débarquement des touristes, c'est tous les jours. Ça y est, on a franchi la frontière avec l'Espagne. Et regardez-moi comme la péninsule ibérique devient sauvage. Si sauvage qu'elle se donne des allures de bout du monde. Surprenantes quand même ces falaises obliques qui plongent comme ça dans la mer. Et puis tout d'un coup, à leurs pieds, nous apparaît un fjord. C'est étrange comme en glissant vers cette porte étroite et profonde, on a l'impression d'être un pirate entrant dans son repère. Effectivement, autrefois, ce fjord abritait un trafic de contrebandiers. Mais les siècles ont passé et la vie s'est ancrée dans ce passage. Passares en espagnol. C'est donc le nom qu'on a donné à ce port. Un nom qui lui vient aussi de ces petites embarcations. Elles permettent justement aux citadins et aux touristes de rejoindre la partie pittoresque du port. Car à cet endroit, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de pont pour passer d'une rive à l'autre. Et le soir venu, c'est quand même ici qu'on a plaisir à se retrouver. Mais il y a l'envers du décor. La cage secrète a vite été sabordée par une agglomération tentaculaire. Un urbanisme peu maîtrisé qui s'est développé à l'époque où l'Espagne faisait sa révolution industrielle. Résultat, dans la baie de Passares, le bilan écologique est désastreux. Du coup, le projet d'extension du port qui mijotait depuis 10 ans a été renvoyé à plus tard. Heureusement parce qu'il menace gravement de défigurer cette somptueuse région qui contourne le mont Jesquebel que vous voyez là. Un espace situé dans une zone naturelle classée, cher au cœur de ceux qui vivent ici. Hola, ¿qué tal? Ah, on est bien loin des problèmes du général Lafayette. Vous me direz quel rapport avec Passares? Eh bien, figurez-vous que c'est d'ici qu'il a pris la mer il y a un peu plus de 200 ans pour aller libérer les colons d'Amérique. Qu'est-ce que vous voulez? À chaque époque, c'est galère.